Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle Ufologie dynamique. Alors aujourd'hui c'est une très grosse news, elle va durer plus d'une heure, je vous préviens d'avance. Alors on fera un chapitrage forcément en dessous de la vidéo concernant en fait les différentes choses à commenter. Pourquoi? Parce que forcément c'est la sortie forcément du rapport de l'AARO. Donc nous allons regarder en détail ce rapport. Nous allons faire une revue de presse concernant ce rapport. Et on va faire aussi une analyse critique du rapport, parce que il y a aussi des analyses critiques, il y a aussi des contre-arguments concernant ce rapport. Et je vais vous donner, moi, mon avis personnel concernant ce rapport. Il est un peu en décalage avec ce que l'on trouve actuellement sur X, où en fait on voit des gens complètement qui semblent en fait super satisfaits de ce rapport, alors que si on connaissait un petit peu l'historique des études de l'ufologie américaine, les études officielles et bien sûr les études qui ont été menées par le gouvernement américain, en particulier l'US Air Force et bien sûr le Pentagone, vous allez vous apercevoir qu'en fait, non, il faut pas obligatoirement être si positif que ça, même si d'un point de vue médiatique, c'est très important. Là, c'est plutôt l'aspect positif. Donc on va regarder ça ensemble. On aura aussi à côté, après cette grosse analyse, on aura bien sûr d'autres petites news à apporter en même temps concernant en fait les dernières actualités. Donc il y a quand même des petites news intéressantes que j'ai soulevées, des petites choses aussi à commenter. Donc on va commencer tout de suite parce que c'est quand même assez énorme. Donc vous allez voir, il y a des analyses, et des arguments, des contre-arguments, et il y a aussi des choses que j'ai soulevées moi-même en termes au niveau des pourcentages qui ont changé, par exemple au niveau de l'analyse de la Haro. Donc vous allez voir qu'il y a une différence en fait dans le traitement en fait déjà du discours, et il y a une différence dans le traitement des pourcentages. Donc ça commence. Donc on va regarder ça ensemble. On commence tout de suite avec le média News Nation. Donc Pentagone 2023, rapport OVNI remis au Congrès. Voici ce qu'il y a dedans. Alors là c'est un petit condensé, mais de toute façon on passera par des traductions, d'autres traductions, parce que j'ai une traduction du rapport. Alors forcément on va pas lire le rapport ensemble, parce que là on va en avoir quand même pour pas mal de temps avec les analyses, mais on va faire en fait une espèce de condensé, on va faire une synthèse en fait, on va synthétiser, on va voir le pour et le contre, et on va voir, on va soulever, ça va soulever quelques questions assez ambiguës en fait sur la manière dont la Haro diffuse son message, et manière ambiguë de la part de bien sûr Kathleen X, qui en fait est en fait celle qui supervise la Haro au-dessus du docteur Kirkpatrick. Et il faut savoir qu'au-dessus de Kathleen X, c'est Madame Susan Goog, porte-parole du Pentagone, spécialiste en opérations psychologiques, n'est-ce pas? Donc voilà. Et on va regarder donc tout de suite News Nation. Donc le rapport constate que la plupart des observations continuent d'être proches de l'espace aérien militaire. Alors on le sait déjà depuis très longtemps qu'il y a des observations. On s'en rappelle des observations de Minot, en particulier bases américaines, etc. Mais d'autres bases américaines, bien sûr. Il y a des grandes affaires concernant l'ufologie, concernant en fait le fait des phénomènes proches de bases militaires, même pratiquement dedans. Par contre, ça a été soulevé. Donc, orbes et sphères sont les formes les plus fréquemment observées des UAP. Oui, mais on va le voir. Vous allez voir que le pourcentage a nettement baissé, et ça soulève pas mal de questions, et on va faire en fait une analyse avec le premier G en fait de la Haro concernant les pourcentages, et le deuxième G là dans ce rapport, et vous allez voir c'est quand même minimisé. Si on regarde en fait les deux analyses, c'est minimisé. Donc aucun cas d'accident ou de maladie lié aux UAP n'a été signalé. Alors là c'est marrant la manière dont il traite en fait le sujet. C'est en contradiction avec les dires de David Grush, en fait, qui disait, si vous vous rappelez,
dans le congrès dans l'audience au congrès sous serment du 26 juillet 2023, vous aviez en fait tout simplement David Grush qui disait qu'en fait il y avait des maladies, enfin des accidents liés en fait aux UAP, etc. Des accidents d'UAP, donc des crashs, hein, voilà. Et là, dans le rapport, aucun accident ou maladie liée au UAP n'a été signalé. Alors, je sais pas si c'est une boutade de la part de Newsnation, c'est possible. Donc voilà. Alors, ça date du 19 octobre 2023. Donc, on va regarder ça tout de suite. Plus de 270 phénomènes anormaux non identifiés, plus connus sous le nom d'OVNI, ont été signalés donc à la Haro entre le 31 août 2022 et le 30 avril 2023. Donc, c'est vraiment un an, quoi, 12 mois, selon un nouveau rapport du département de la Défense. Alors, faut savoir que la Haro n'est pas un organisme, si vous voulez, indépendant des militaires, comme par exemple certains organismes comme le GIPA en France, par exemple, qui est quand même s'il a des liens forcément avec l'armée pour aller chercher des renseignements, il est lié en fait au Centre national d'études spatiales. Là, il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que la Haro est rattachée au Pentagone. Hein. Donc, voilà, il est sous contrôle du Pentagone et la supervision du Pentagone. Je parlais tout à l'heure de Madame Susan Gung, spécialiste en opérations psychologiques, n'est-ce pas? Donc la plupart des observations signalées des UAP continuent de se concentrer autour des bases militaires de l'espace aérien restreint, un phénomène que le rapport attribue à un biais de collecte. Le rapport attribue des témoignages récents, des sources réputées, comme un moyen d'atténuer les stigmatisations de l'UAP ces dernières années. Alors ça c'est bien parce que... Alors c'est bien dans le sens où l'aspect médiatique, si vous voulez. Je prends moi par exemple... Ce qui vient d'arriver avec ce rapport, je prends cet aspect sous l'impact, en fait, l'impact positif que ça a d'avoir un tel rapport. Et quand nous allons faire la revue de presse, vous allez voir, c'est un impact positif. Donc c'est très bon. C'est très très bon en termes d'impact médiatique. Par contre, si on détaille le rapport, on commence à rationaliser. Donc vous allez voir, j'en dis pas plus. Donc ces biais ont été atténués par des rapports de pilotes commerciaux montrant une répartition géographique plus diversifiée des observations de l'UAP, indique le rapport. Donc voilà. Alors, cependant, de nombreux rapports de témoins militaires présentent une sécurité potentielle des problèmes de fuite. Et là, dans certains cas, ou des phénomènes à signaler, des cas de phénomènes a pu présenter une ou plusieurs caractéristiques de performance telles que les voyages à grande vitesse ou la manœuvrabilité inhabituelle selon le rapport. Alors ça, déjà, le docteur Charles Kirkpatrick, dans ses déclarations, si vous regardez mes anciennes vidéos, j'avais lu ses anciennes déclarations. En fait, il disait effectivement, il y a des phénomènes de type sphérique et qui passent de 0 à 2000 km/h. Donc voilà, c'est-à-dire fixe et puis qui passent à 2000 d'un coup. Donc effectivement, là, on rentre effectivement dans ces analyses, du moins dans cet aspect quand même inhabituel et de toute façon totalement anormal, puisque comme vous le savez, actuellement, dans le domaine de l'avionique moderne, dans le domaine de tout ce qu'ils veulent, on n'a pas de sphères qui vont de 0 à 2000 km/h. Hein. C'est de la science-fiction, donc pour l'instant, c'est enregistré de cette manière. Voilà. Donc le rapport ne présentait aucun risque pour l'armée. Alors ça, c'est la contradiction, puisque c'est quand même assez étrange. Il y a une contradiction. Alors, c'est un aspect un petit peu schizophrénique, c'est-à-dire que alors je vais faire une critique du rapport, là ça va être en contradiction avec Willy Sam sur X, en contradiction avec tous ceux là qui s'émerveillent de tout ça. Non, vous allez voir que c'est quand même plus complexe que ça quand on sait décrypter un document, quand on sait décrypter en fait l'historique en matière d'études américaines. Vous allez voir, c'est nettement plus complexe que ça et c'est pas obligatoirement si positif. Plutôt dans le fond. Dans la forme, c'est excellent, mais dans le fond, c'est quand même assez ambigu. Donc, ne présenter aucun risque pour l'armée, bien que de simples présences de phénomènes dans l'espace aérien ne présentent un risque potentiel pour la sécurité des vols. Aucun de ces rapports ne suggère que l'UAP manœuvrait à une proximité dangereuse d'aéronefs civils ou militaires. Bah, pourtant, c'est bien le cas depuis l'histoire de l'ufologie, depuis l'histoire moderne médiatique de l'ufologie. On sait qu'il y a des phénomènes qui sont passés à côté des avions militaires. Nous avons l'avion, par exemple, à l'époque du capitaine, du commandant Teraoshi, commandant japonais, avec une sphère qui est passée énorme et qui passait à ras de son avion, quoi, à côté de son avion.
et des phénomènes lumineux qui passaient devant son cockpit. Donc par exemple là c'est dangereux, enfin, il y a une dangerosité, où nous avons un autre cas aussi pour la France d'un hélicoptère qui se fait dépasser par une espèce d'objet cigare qui n'a pas d'aile, qui n'a rien, et qui rase l'hélicoptère sans phénomène physique. Donc c'est quand même assez étrange. Donc enfin là, ça concerne les États-Unis, mais je pense qu'il y a le même type de phénomène. Donc, se positionne sur des trajectoires de vol ou a fait peser une menace directe sur la sécurité de l'aéronef observable selon le rapport. Donc, apparemment, c'est quand même assez bizarre. En termes de caractéristiques, le rapport a constaté que les grandes majorités des formes UAP signalées sont orange, rond, sphériques. 53% des observations n'ont pas signalé. Alors orange, non, je pense pas que c'est orange. Bon, en tout cas, c'est rond, sphérique, n'ont pas signalé de forme. 6% ont déclaré une forme irrégulière, le rectangle, le triangle, le disque, le cylindre, le ovale. Mais vous allez voir le pourcentage. On va faire une analyse ensemble. Vous allez voir ensemble, le pourcentage est en train de baisser. Hein, si ça vous fait penser à quelque chose, ça vous fait penser à un certain organisme qui s'appelle le GIPAN. Hein, qui en fait 2012 passe à 25% et puis en 2023 on n'est plus qu'à 3%. Donc on ne sait pas comment ils ont fait pour descendre en fait ce pourcentage et quelle méthodologie ils ont employé pour enlever tous les KD. Hein, tous les cas représentant à peu près 21%. Il y a 21% des cas en 2012 qui étaient classés D, qui sont passés à la trappe au niveau A, B, C, et il reste plus que 3%. Je ne sais pas quelle méthodologie ils ont fait, quelle enquête ils ont fait pour pouvoir descendre ça. Et ben ils font exactement la même chose. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Et j'ai vu, d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que j'ai vu une similarité dans le traitement au sein du CNES que le traitement au sein de l'ERAO, si vous voulez. On a les pourcentages qui baissent de plus en plus. Et j'ai bien peur que le prochain rappeur égratigne Monsieur Willy Sam. Pourquoi ? Parce que si le prochain rappeur nous dit encore que les pourcentages vont baisser, ça va être difficile de dire que c'est génial. Donc va falloir un petit peu être un petit peu plus objectif et pas trop, si vous voulez, rentrer dans le côté fantastique de ce qu'on nous apporte, parce qu'en fin de compte c'est en train de descendre. Donc ce que j'ai bien peur, moi, c'est de voir en fait des pourcentages baisser en fait au fil des mois, au fil peut-être des années. On va peut-être se retrouver avec un seul pourcent, on va aller savoir. Donc vous allez voir que je suis pas si positif que ça. Du moins, sur le fond. Sur la forme, oui. Ça, je le répète. Donc, 53% des observations n'ont pas signalé de forme. 6% ont déclaré une forme irrégulière. Le rectangle, donc, je disais, le triangle, le disque, le cylindre, l'ovale et le contact avec les capteurs ambigus. En tout, c'était signalé dans un incident de 6%. Donc, c'est pas beaucoup en fin de compte. 79% des observations ont rapporté que les UAP n'avaient pas de lumière visible, tandis que les 21% ont déclaré avoir vu des lumières d'accompagnement. Bien qu'aucun de ces rapports d'UAP n'ait été attribué positivement à des activités étrangères, ces cas continuent d'être étudiés, indique le rapport. Alors on n'a rien d'autre en fait, c'est assez synthétisé. Alors effectivement, les cas continuent d'être étudiés, mais j'ai l'impression c'est exactement, c'est ce que je disais, j'ai l'impression que c'est la même méthode que le GIPAN. C'est-à-dire que ils vont étudier des cas, ils vont en fait tout simplement mettre des cas, ils vont mettre des cas dans l'aspect conventionnel, des cas qui pourraient être non conventionnels, ils vont les classer en conventionnel. Alors je ne sais pas pour quelles raisons, peut-être des raisons stratégiques, peut-être des raisons d'impact sociologique, peut-être pour minimiser tout simplement le fait lui-même. Donc ça on l'a vu. Alors on va le voir avec l'historique du projet Blue Book. Vous allez voir, il y a des similitudes avec le projet Blue Book et la manière dont ça s'architecture. Alors ça il faut le savoir. Il faut avoir lu le projet Blue Book déjà pour une fois pour en parler. Et en plus de ça, il faut essayer de voir s'il y a des similitudes entre le traitement du projet Blue Book et la Haro, et vous allez voir qu'il y a des similitudes étranges qui étaient soulevées par certaines personnes, dont John Greenwald lui-même, mais aussi d'autres. Donc, il y a des similitudes. On est en train de, justement, il va falloir pas trop obligatoirement se réjouir. Mais je vous le dis tout de suite.
faut pas trop rêver, hein. Donc il faut un peu revenir sur Terre, et vous allez voir, je vais vous faire revenir sur Terre, ça va vous faire tout drôle. Donc voilà, alors on va voir tout ensemble, en fait, si vous voulez, la couverture médiatique. Alors on va voir ensemble l'impact médiatique, et là c'est positif, là c'est sur vraiment l'aspect positif, c'est ce que je trouve en fait, si vous voulez, de mieux en matière, si vous voulez, de réaction, hein, réaction publique. Donc on va voir Defense Scoop tout de suite. Donc, le Bureau de résolution des anomalies tout domaine, donc du DoD, confirme la réception de plus de 800 rapports. Donc, un nouveau rapport du Pentagone confirme que CARO a reçu un total de 801 rapports de phénomènes anormaux non identifiés au 30 avril. Donc, les responsables du bureau de l'ARO dans tous les domaines du Pentagone passeront l'année prochaine à se concentrer, donc 2024, sur une plus grande intégration des domaines maritimes et spatiaux. Ça, c'est intéressant. Tout en comblant les lacunes associées aux capteurs et à la collecte de données qui éclairent le portefeuille en constante expansion, effectivement. D'enquête sur des phénomènes inexplicables alignés sur la sécurité nationale selon le dernier rapport de l'équipe mandatée par le Congrès. Obtenu par Defense Scoop, avant sa publication, le document de 15 pages, alors il fait 17 pages, mais en fait, effectivement, il y a 2 pages de présentation, donc le plus récent d'une série d'examens requis par les législateurs dans la loi sur l'autorisation de la défense nationale de 2022, confirme donc que la HARO a reçu un total de 801 rapports de phénomènes anormaux non identifiés à ce jour. 30 avril, cette version publique et non classifiée ne dit pas combien de ces problèmes ont été résolus. Donc en fait, on n'a pas, si vous voulez, on n'a pas de détails en fait sur l'aspect en fait des choses résolues. Donc c'est vrai. Le rapport couvre la période comprise entre le 31 août 2022 et 30 avril 2023 et marque une augmentation de 291 rapports depuis la précédente itération. Et annonce de l'année dernière qui a vérifié déjà 650 cas. Les responsables ont noté que 274 de ces 291 cas, nouveaux cas UAP, se sont produits au cours de cette période. Donc c'est quand même assez beaucoup, tandis que 17 autres se sont produits au cours d'une période de rapport précédente de 2019 à 2022, mais n'avaient pas été signalés dans les soumissions précédentes. Donc notamment, les 291 derniers cas, 290 se sont produits dans le domaine aérien et un dans le domaine maritime, indique le rapport. Aucune de ces soumissions nouvellement couvertes ne faisait référence à des objets transmoyens qui peuvent être rapidement voyager au-dessus de l'atmosphère terrestre vers des zones sous-marines. Et c'est pourquoi le terme l'OVNI a donc évolué donc en UAP, donc phénomènes anormaux non identifiés, ou à des détections dans le domaine spatial. Les UAP aéroportés continuent de dominer les rapports d'UAP, ça c'est normal, hein, là donc l'aspect aérien. Note également le responsable dans le rapport. Il relève également que l'ARO accède désormais au rapport d'incident du AP de la FAA, donc la Federal Aviation Administration, pour en tenir compte dans ses études. Les responsables se sont largement engagés à approfondir davantage les relations de la ARO avec les composantes axées sur le domaine aérien des agences militaires et civiles américaines au cours de l'année prochaine. Ça c'est bien. Alors c'est un peu la similitude avec le GIPAN qui en fait a des relations avec le civil et militaire pour en fait vérifier le contrôle aérien, etc. Alors je doute que le GIPAN a accès à certains contrôles aériens militaires. Alors pas tout, pas tous on va dire, parce qu'il faut un certain niveau d'accréditation, même pour la France. Donc la collaboration avec le Space Force, l'US Space Command, le NRO, la NASA est en bonne voie. Donc ça c'est bien, hein, il y a une espèce d'ensemble. Alors forcément, la NASA elle met des gros moyens, comme on l'avait vu. Donc l'intégration du domaine maritime à un autre domaine dans lequel l'ARO cherchera à réaliser des progrès significatifs. Ça les intéresse vraiment beaucoup, hein, le domaine maritime. Il semble qu'il y ait un rapport de toute façon depuis un bon moment. Bon, on l'avait vu depuis 2017 qu'il y avait un rapport avec l'eau, avec la mer, mais on avait vu aussi au travers des témoignages depuis 1947. Donc on avait vu depuis l'ère médiatique du phénomène, on avait vu beaucoup de faits rapportés avec l'eau. On a même un cas français, hein, avec la marine française. Donc, AARO travaillera avec le SNAVI, le responsable national du renseignement, de l'ODNI, pour l'intégration militaire, pour garantir des rapports opportuns de qualité via les mécanismes de reporting existants, et commencera à mener des recherches sur l'étalonnage des capteurs pertinents pour le domaine maritime. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment des gros moyens mis. Alors, il faut savoir que les moyens qui sont mis pour l'instant, c'est 40 personnes. Vous avez 40 personnes qui travaillent à temps plein pour la AARO. Vous en avez peut-être 2 au GIPAN. Et puis Monsieur le Ministre va nous dire qu'ils sont en avance.
Bon, ils en sont à 40 et ils recrutent encore. Donc imaginez la taille du service. Là, on n'est plus dans le même domaine. Là, on n'est plus complètement dans le même domaine. Donc le jour qu'on sera 40 au GIPAN, bah vous me prévenez. Mais je pense pas. Je suis un peu ironique, je fais de l'humour, mais effectivement, ils ont quelques collaborateurs extérieurs. En plus, c'est des ultra rationalistes zététiciens qui n'apportent rien en fin de compte. Et puis vous avez un ingénieur, peut-être avec une secrétaire, etc. Mais là, ils sont déjà 40. Ils sont déjà 40 au sein de la Haro à travailler à temps plein. Et ils sont toujours en train de recruter. Donc, à mon avis, le service va être vraiment très gros. Donc, l'autre priorité principale du bureau à court terme consistera à atténuer le biais dans les rapports, renforcer la qualité des rapports sur l'UAP. Actuellement, les lacunes dans les connaissances du domaine, dans le résultat direct de l'insuffisance des données sécurisées par les capteurs radar électro-optiques, infrarouge, la présence d'artefacts de capteurs, tels qu'une éruption, ERI, et des effets optiques, tels que la parallaxe. Alors c'est vrai, la parallaxe, il faut vraiment étudier ça de très très près, surtout les effets d'optique, qui peuvent en fait induire en erreur forcément quelque chose qui est filmé, mais aussi induire en erreur le témoin. Donc qui peuvent provoquer des perceptions erronées, ça c'est ce que je venais de dire. L'ARO prévoit de renforcer la collecte ciblée au sein de la communauté du renseignement. Et d'aider à mieux informer les autres agents sur les données et informations à collecter auprès des observateurs selon le rapport. L'équipe a également produit un nouveau plan scientifique, technologique, à plusieurs niveaux, qui intègre la manière dont d'autres mécanismes fédéraux peuvent soutenir la mission globale de détection, de suivi et de caractérisation de l'UAP. À égalité, il y a quand même vraiment des choses qui sont faites, hein. Je ne le nie pas, mais vous allez voir, on va revenir un petit peu à la réalité sur les pourcentages et vous allez voir, ça, sur la vision en fait. Donc à égalité avec la dernière version du rapport, la responsable de la Haro déclare une fois de plus qu'à ce jour, aucune rencontre avec des UAP n'a été confirmée comme ayant directement contribué à des effets néfastes sur la santé des observateurs. Cependant, il précise de manière flagrante, apparemment pour la première fois, qu'aucun rapport d'UAP n'était positivement attribué à des activités étrangères. Pourtant, ces cas continuent de faire l'objet d'enquêtes. Alors, des activités étrangères, c'est-à-dire que c'est pas attribué positivement à des activités étrangères, donc c'est-à-dire la Chine, la Russie ou d'autres pays émergents, hein. Aussi, il y a des pays émergents, hein, donc voilà, l'Inde en particulier. Donc on peut se poser la question sur la façon dont ils ont présenté les choses. Malgré les affirmations des dénonciateurs, le chef de la Haro, le docteur Dongshang Kirkpatrick, a souligné à plusieurs reprises que le ministère de la Défense n'a trouvé jusqu'à présent aucune preuve crédible d'activité extraterrestre. Pareil avec la NASA. On a cette contradiction qui nous dit qu'ils ont des phénomènes anormaux enregistrés et qu'ils sont en train de les étudier. Et ils ne savent pas ce que c'est. Donc s'ils ne savent pas ce que c'est, comment peuvent-ils dire que ce n'est pas extraterrestre? Encore une fois, je soulève encore cette contradiction avec la NASA. Comment peut-on savoir si c'est extraterrestre ou pas? Puisqu'on ne sait pas obligatoirement ce qu'est un phénomène anormal non identifié. À moins qu'au sein du rapport, ils le sachent déjà. Et vous allez voir, c'est assez ambigu. C'est pas obligatoirement si positif que ça. Je le disais dès le départ, vous allez voir. Le dernier rapport n'inclut pas expressément une déclaration dans ce sens, bien que la Haro à ce stade n'ait toujours rien obtenu qui selon les responsables suggère le contraire, à confirmer des sens coups. On ne sait pas, on sait pas d'où ça vient. Enfin, on ne sait pas ce que c'est, on sait pas ce que c'est un ovni en fin de compte. On ne sait pas ce que c'est un ovni. Alors après, forcément, il y a des observations de gens qui disent voilà, ça cette forme-là. Il y a peut-être des pilotes. Enfin, il y a plein de au travers l'ufologie depuis 1947. Au travers la manière donc en fait on a traité, si vous voulez, les témoignages, la manière dont ils sont rapportés. C'est totalement différent, donc à chaque fois c'est toujours différent. On a des phénomènes qui sont fugitifs, illusifs, on a des phénomènes avec des êtres, sans êtres, donc on ne sait pas en fait ce que c'est. C'était comme le disait d'ailleurs Joël Ménard, c'est quoi ce truc? Donc voilà. Donc nous avons déclaré à plusieurs reprises dans le passé que nous n'avions trouvé aucune preuve.
D'accord. De plus, rechercher des preuves d'activité extraterrestre n'est pas la mission de la HARO. Bah non, mais il faut rechercher ce qu'est un phénomène aérien non conventionnel, ni l'objectif du rapport annuel de l'UAP, a déclaré mercredi Défense Scoop, un porte-parole du Pentagone. Nous prévoyons que les mécanismes de signalement sécurisés sur le site web de la HARO seront bientôt opérationnels. Alors oui, on regardera un petit peu ensemble. En fait, il y a effectivement donc il va y avoir deux accès, un accès réservé aux professionnels et un accès réservé aux citoyens qui pourra témoigner. Et l'accès réservé au personnel, donc personnel militaire et civil, lui c'est un accès qui est confidentialisé si vous voulez, qui est totalement anonymisé mais que personne n'a accès. C'est uniquement l'ARO qui a accès, c'est sûrement normal d'ailleurs. Et puis pareil, hein, pour l'accès des citoyens c'est anonymisé mais c'est un accès plus facile, on va dire. Alors que l'autre accès, c'est un accès plus complexe. C'est normal. C'est réservé au personnel, aux professionnels hein, de l'aviation, etc. Donc voilà pour Defense Scoop. Donc on a vu News Nation, on a vu Defense Scoop. On va voir aussi un autre média. Alors toujours dans la revue de presse, c'est sur CNews. Tiens. Alors les États-Unis reçoivent des dizaines de rapports d'OVNI. Alors ça c'est une dépêche AFP. Hein, donc ça a été renvoyé par l'AFP. Alors au départ par l'organisme de journalisme américain. Et puis ensuite, ça a été repris par l'AFP, etc. Et puis on a retrouvé en fait pas mal de journaux qui en parlent. Alors c'est sur donc CNews. Voilà donc, alors que nous dit CNews? Un haut responsable du Pentagone a déclaré cette semaine que le gouvernement américain recevait chaque mois des dizaines de rapports. Alors ça c'est en fait positif, c'est ça que je voulais dire. Dans la forme c'est positif. Dans le fond c'est ambigu, mais dans la forme c'est positif. Donc des centaines, voire des milliers de signalements supplémentaires sont attendus dans un avenir proche. Bah, possible. Donc les ovnis fascinent le monde depuis des décennies. Les États-Unis ne les négligent pas. Dans une déclaration à CNN, donc on regardera, Sean Kirkpatrick, dirigeant du nouveau bureau de résolution des anomalies, tout domaine du Pentagone, est revenu sur le rapport. Chaque mois, le gouvernement américain reçoit des dizaines de rapports. La fascination des États-Unis pour les ovnis. Mais oui, non, mais alors fascination on l'a vu en France. Il n'y a pas une fascination uniquement américaine. Enfin, je veux dire, les ovnis sont pas américains. Le phénomène est mondial. Alors c'est un traitement un petit peu avec une certaine méconnaissance de la part de CNews. On le sent bien. Hein. La manière dont c'est traité, c'est quand même très synthétisé, globalisé sur les États-Unis. Alors qu'on sait que bon, depuis l'ère médiatique et même peut-être avant, le phénomène est mondial. Voilà, c'est un phénomène mondial. Donc là, on commence quand même un peu avec un délire. Alors regardez, zone 51, histoire d'apparition d'ovnis ou d'extraterrestres. Les Américains baignent dans une grande fascination. Bah, vous savez, un peu tout le monde baigne dans une grande fascination hein, pour ce sujet. Donc, on ne sait pas beaucoup de choses. Alors forcément, oui, il commence déjà par la zone 51, ça commence mal. Donc voilà. Donc ce solde souvent, enfin... Alors, ils disent fascination des objets dont on ne sait pas beaucoup de choses, alors que la plupart des enquêtes se soldent par des explications rationnelles. Non, 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 ça ne se solde pas par des explications rationnelles. Il suffit d'aller voir au GIPAN chez nous, mais il suffit d'aller voir d'autres enquêtes aux États-Unis, des enquêtes du projet Blue Book d'ailleurs. Il y a des explications qui ne sont pas rationnelles. Non, c'est pas vrai. Donc déjà, voilà. Donc alors, dès qu'une rumeur dépasse les murs du gouvernement et du bureau d'enquête sur les rapports d'OVNI, le public se montre très attentif. Bah oui, mais c'est normal, c'est un organisme officiel, ça paraît logique. Enfin, je veux dire, on n'est pas bête. Si par exemple des politiques ou des organismes militaires en France, comme la direction des renseignements militaires, décident de rendre public des rapports et puis le met sur un site ou le donne à CNews, forcément tout le monde va aller... c'est les choses officielles qui sont importantes, c'est ce que je disais. Les choses officielles, dès que c'est quelqu'un d'important ou un média officiel important quand on parle, forcément que les gens sont attentifs. Enfin, je veux dire, voilà. Voilà, donc c'est assez puéril comme article. Mais David Grosh ne s'est pas arrêté là en affirmant, bon, on lui parle de David Grosh, il mélange un peu tout. Donc Shaker Patrick achève son explication en déclarant que tous les témoignages ou informations à ce sujet est bon à prendre. C'est pourquoi nous avons mis en place toute cette architecture pour que les gens viennent en toute sécurité et nous parlent. Oui, bon, ils veulent démocratiser hein, forcément la parole. Alors ça c'est bien. Hein. C'est bien, comme je disais, il faut démocratiser la parole pour que tout le monde puisse se libérer et surtout arrêter la stigmatisation, comme là ils viennent de le faire avec CNews. C'est-à-dire que dans le sens où, forcément, plus que vous allez démocratiser la parole dans un langage tout à fait sain,
bah, plus que les gens vont être à l'aise pour témoigner. Enfin, que ce soit pilote, civil, militaire, mais aussi, je sais pas, quelqu'un au sol, hein, ça peut être un marin, ça peut être quelqu'un qui va au travail la nuit, voilà, il va témoigner parce qu'il se sent à l'aise. Bon, voilà, c'est rien de magique. Le bureau du Pentagone a fait état d'une enquête menée depuis avril. Et en tout, le gouvernement avait reçu plus de 800 rapports contre 650 en août 2022. D'après les explications de Kirkpatrick, la quasi-totalité correspondait à des objets observés dans les airs. Et un seul proviendrait du secteur maritime. Selon lui, 2 à 4% de signalements sont réellement anormaux et nécessitent une enquête approfondie. Et je me méfie des enquêtes approfondies quand on parle d'enquête approfondie, moi. Si la très grande majorité de ces signalements trouvent une explication simple et scientifique, je suis d'accord, comprenez des drones, des ballons, des nuages, le haut responsable du Pentagone a expliqué que certains pourraient provenir de pays adversaires. Ah voilà, ça y est. Voilà. Donc on va, entre guillemets, on va commencer à parler de chinoiserie, hein, voilà. Donc voulant espionner les États-Unis, ces observations faites. Alors on essaie de rationaliser, hein, vous avez vu, on essaie de rationaliser. Hein. Ouais, non, mais si c'est anormal, c'est sûrement des drones étrangers. Ouais, mais enfin bon, en 1947, après 1947, jusque dans les années 50-60, c'était pas des drones étrangers. C'était quoi donc? À part nous expliquer. Parce que là, on nous parle souvent de drones, vous savez, c'est comme à l'époque, dans les années 40, dans les années 50, on disait que c'était la planète Vénus. Donc après Vénus, on l'a enlevé, on a dit que c'était des ballons, après on a enlevé les ballons, après on a dit que c'était autre chose, on a dit autre chose, et c'est autre chose. Et puis on nous repasse comme ça à chaque fois des explications, on nous donne le prétexte technologique à chaque fois, ou le prétexte naturel, mais à chaque fois il est toujours contredit par les faits, si vous voulez, hein, il est toujours contredit par les faits. C'est ça qui est intéressant dans le traitement médiatique, c'est qu'en fait, là ils nous mettent les drones, mais quand ça, les drones, je sais pas, quand les drones seront expliqués, voilà. Donc sortira quoi maintenant? Je sais pas. Donc c'est vrai que c'est assez risible un peu à lire. Il y a quelques indicateurs inquiétants qui peuvent être attribués à l'activité étrangère et nous enquêtons très durement sur ceci, a-t-il déclaré. Le dernier exemple le plus concret étant le ballon chinois abattu. Oui, le ballon chinois. Alors, CNews tente de rationaliser, hein, il rationalise, alors en fait tout s'explique et ce qui est anormal pourrait être en fait des drones chinois. Voilà, donc en fait si vous voulez faites le tour du média, c'est ça. Ok, d'accord, très bien. Bravo. Donc si vous avez besoin de conseils, c'est news, bah, vous m'appelez. Je vais vous expliquer qu'il y a des cas vraiment depuis 1950-60 qui sont inexpliqués, c'était pas des drones. Donc allez, on va continuer bien sûr cette revue de presse. Et donc nous passons bien sûr au fameux article de CNN, puisque l'entretien, c'était un entretien avec CNN. Hein. Donc, le premier média, c'est eux qui ont reçu le docteur Sean Kirkpatrick, et donc les États-Unis reçoivent des dizaines de rapports, donc etc. Alors, on va regarder un petit peu. Alors, c'est à peu près les grandes lignes de ce qu'on vient d'entendre. Donc, ils disent que la majorité d'entre eux sont des objets bénins, tels que des ballons, des drones, encore. Mais certains peuvent être des résultats des adversaires américains qui tentent d'espionner les États-Unis, a déclaré Kirkpatrick. Ah, vous avez vu? Écoutez bien. Mais certains peuvent être le résultat des adversaires américains qui tentent d'espionner les États-Unis. Donc là, ça y est. On commence par la rationalisation, en fait, du discours. On sort de l'irrationnel. Alors, j'ai pas dit du sensationnalisme, parce qu'il lui, il est déjà, ça y est, déjà parti. On sort de l'aspect anormal pour faire comprendre que c'est peut-être quelque chose de normal, mais qu'on ne l'a toujours pas identifié. Vous avez vu le langage? Et vous allez voir le rapport à Blue Book, il est étonnant. C'est vraiment étonnant, ça a été surprenant comment ça a été soulevé. Donc, alors c'est pour ça que quand je vois les gens sur X se féliciter, être content et tout, non, parce que si vous savez décrypter chaque phrase de ce qui est dit, et si vous analysez bien l'aspect taxonomique, l'aspect en fait phrasé, vous allez voir que c'est pas si positif que ça. Du moins, la manière dont ils veulent tourner la chose. Donc, il semble que on va quitter de plus en plus l'aspect anormal pour quelque chose de normal. Donc, vous allez voir.
On va décrypter un peu mieux ça de ce qui s'est fait là actuellement sur le net. Franchement, c'est un petit peu ridicule. Donc, la grande majorité d'entre eux sont des objets bénins, tels que des ballons, mais certains peuvent être le résultat donc d'adversaires. Donc, un petit peu de paranoïa, ça fait pas de mal. Certains indicateurs sont préoccupants et qui peuvent être attribués à l'activité étrangère. Et nous enquêtons sur ceux qui sont très difficiles. Alors, on voit qu'il y a 2 contradictions avec des médias, déclaré Kirkpatrick s'adressant exclusivement à CNN avant la publication du rapport. Le rapport public indique des observations d'objets peuvent représenter un problème de sécurité de vol, ça c'est vrai. La plupart des observations proviennent de l'espace aérien militaire, presque restreint selon le rapport, probablement le résultat de capteurs et radars supplémentaires autour des installations. Une partie de l'augmentation des rapports provient de la fédérale, la FFA, ça on l'avait vu. Environ la moitié des rapports contiennent suffisamment de données pour qu'ils puissent être exclus par des choses par le nom de choses de mutants, comme les ballons errants, des déchets flottants, mais 2 à 4% sont vraiment anormaux et nécessitent une enquête forcément approfondie, donc là on n'en sait rien. Le rapport indique que le très petit pourcentage, et moi j'y crois pas du tout à ce très petit pourcentage par rapport au nombre de rapports enregistrés. J'y crois pas du tout. Comme je ne crois pas au pourcentage du GIPAN. Parce que il n'est pas possible de 2012 à 2023 d'être descendu de 25 à 3%. Je ne sais pas quelle méthodologie ils ont employée, quelle analyse ils ont faite. Parce que si, avec tout le nombre de rapports entre 2012 et 2023, il aurait fallu des dizaines d'employés à temps plein pour pouvoir enquêter. Donc c'est pas avec 2 ingénieurs et puis 4 zététiciens, donc vous allez pouvoir descendre de 25 à 3%. C'est pas possible. Ça, on nous raconte des sornettes. Mais comme on nous raconte des sornettes, avec le rapport de la Haro, entre 800K, un très petit pourcentage. Je ne sais pas comment ils ont fait. Et certains, d'ailleurs, sur X, leur ont posé des questions. Quelle est votre méthodologie pour descendre si bas ? Sur 800 rapports. Je suis très étonné. Sachant que beaucoup sont des rapports de pilotes civils et militaires. Il semble qu'ils aient vu les Saintes Vierges, donc je ne sais pas. Alors je fais un peu d'humour parce que je suis obligé, surtout sur la déclaration du docteur Kirkpatrick. Donc le bureau a transféré beaucoup d'affaires aux forces de l'ordre pour complément d'enquête et si nécessaire contre-espionnage, mais certaines observations pourraient potentiellement être des adversaires étrangers espionnant les États-Unis, comme les ballons espions chinois abattus. Donc, sachant qu'on a des choses qui ont été abattues, mais on ne sait toujours pas si c'est des ballons. Je vous rappelle qu'il y a un objet qui a été abattu, donc qui a été identifié par 2 F-35 Lighting et qui a été abattu par un F-22 Raptor donc en début d'année et on ne sait toujours pas ce que c'est et le NORAD refuse catégoriquement de donner les vidéos. Donc voilà. Alors le rapport et il y a un autre aussi alors c'est pas il n'y a pas de destruction hein, mais il y a une approche d'un avion avec un UAP et il y a eu des problèmes de capteurs au niveau de l'avion lui-même quand il s'est approché de l'UAP et en fait tout simplement il a été obligé de revenir à la base. Donc ça, ce rapport normalement devrait être sur le site de la Haro anonymisé selon donc un homme politique, Gates. Hein, voilà. Donc pour revenir là-dessus, donc à la question de savoir si le Pentagone pouvait identifier définitivement l'observation d'un objet non identifié comme appartement à un adversaire étranger, Kirkpatrick a déclaré que son bureau examine certains indicateurs très intéressants de choses. Et c'est tout ce que je peux dire. Mais le bureau qui emploie plus de 40 personnes, hein, n'est-ce pas, et devrait se développer. Il emploie déjà 40 personnes, hein, n'est-ce pas, le CNES, et il devrait se développer. Il faudra peut-être embaucher, non ? Alors évitez de taper chez les diététiciens, mais prenez des gens qui sont peut-être totalement neutres, voilà, hein, des gens qui ont plus de capacité intellectuelle. Donc ne peut pas encore le dire à coup sûr. Il y a des façons de se cacher. Donc voilà. Il y a des façons de se cacher dans notre ciel qui nous préoccupe toujours, a déclaré Kirkpatrick en faisant référence aux lectures étrangères captées par les radars américains et autres capteurs. Je m'inquiète du point de vue de la sécurité nationale. Normal. Mais Kirkpatrick pourrait donner peu de détails sur les raisons pour lesquelles certains rapports soulevaient des soupçons sur la participation étrangère. Vraiment, on va sur les drones. Vous vous rappelez des dessins qu'il y avait, on va les voir de toute façon, les dessins qu'il y avait sur le fameux premier rapport, le premier jet d'analyse de pourcentage, à chaque fois c'était un drone. C'était pas un objet, c'était un drone. Ça avait la forme d'un drone. Et vous vous rappelez que j'avais soulevé la question, mais pourquoi ils mettent un drone comme un UAP ? Donc vous allez voir,
vos ovnis que vous rêvez là sur X, qui vont vous expliquer, vont vous dire que c'est des drones. Vous allez voir, vous allez vite tomber bas. Hein. Vous allez voir, votre enthousiasme va redescendre. On va regarder ça tout de suite tout à l'heure. Donc il pourrait s'agir simplement d'une entité étrangère, cela pourrait être un amateur, cela pourrait être n'importe qui, ouais, forcément, et ce sont les choses que nous devons examiner, bien sûr. Un énorme intérêt pour le public pour les ovnis. Bon, ça on l'avait vu, Kirkpatrick a rejeté les affirmations sensationnelles en disant qu'il n'y avait aucune preuve qui suggère que ce soit extraterrestre dans la nature. Donc comme je dis, hein, ils savent apparemment ce que c'est extraterrestre et ce qui n'est pas extraterrestre. Donc s'ils ont la vérité, c'est ce que je veux dire, s'ils ont la vérité de ce que c'est, donc des drones chinois, des drones russes, je ne sais pas quelle nation, qu'ils le disent. On s'en fout s'ils sachent que c'est des on s'en fout si c'est des drones chinois, ça, c'est votre affaire, enfin, c'est l'affaire de la défense. Mais pourquoi donc ça veut dire qu'ils ont la réponse de ce que c'est. Ils auraient la réponse de ce que c'est. Alors ça apparemment c'est pas extraterrestre. Alors bien sûr il faut être prudent avec l'hypothèse extraterrestre pour la bonne et simple raison, on ne sait pas ce que c'est un phénomène ovni, ou enfin, un phénomène aérien non conventionnel ou une anomalie aérienne non conventionnelle. Donc on ne sait pas ce que c'est dans sa nature, mais déclarer de dire que ce n'est pas extraterrestre, c'est complètement idiot. Parce que, comme je le disais, il y a une contradiction. On ne peut pas savoir ce qu'est ce phénomène si on ne connaît pas sa nature et sa manufacture. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a une espèce de contradiction. C'est presque une situation schizophrénique, en fait, au sein de la Haro, comme au sein de la NASA, en fin de compte. Et c'est étonnant, hein. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc si quelqu'un pense qu'il le sait et se trouve ces choses, il devrait venir nous en parler. Bon, moi, il abuse un peu. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place toutes ces architectures, donc nouvelle contribution publique. Donc la Haro prépare un nouveau portail, donc pour les observations historiques d'anciens employés, entrepreneurs publics actuels ou anciens, et un deuxième pour la présentation publique de nouveaux rapports. Le portail des observations historiques devrait s'ouvrir dans les mois à venir, ça c'est bien, on va pouvoir vérifier ça. Ça va être sympathique, à voir ce qu'il y a dedans. A déclaré CNN, son but est de valider et de refuter les rapports passés d'objets non identifiés. Ah oui, bah oui, ils vont descendre, donc les catégories, vont descendre les pourcentages. Allez, c'est le GPAMBIS, hein. C'est l'ouverture du portail. Alors, pas avec les mêmes moyens, mais c'est la même méthodologie, si vous voulez. Donc on va descendre. Donc c'est l'ouverture du portail public qui reste encore plusieurs mois que Kirkpatrick dit pourrait inonder le système des centaines voire de milliers de nouveaux rapports. S'il s'agit d'un adversaire étranger et que j'ai eu 100 000 personnes avec des téléphones portables capables de les collecter, eh bien maintenant cela rend vraiment difficile pour l'adversaire étranger de faire quoi que ce soit. Bon, ils veulent utiliser en fait l'utilisation en fait d'une plateforme à base de smartphone pour pouvoir identifier les UAP. Donc, c'est-à-dire, on a l'impression qu'il lance un message un peu aux adversaires chinois, russes, en disant, ouais, vous avez vu, la population va filmer vos drones. C'est un peu ça, en fin de compte. On a l'impression qu'il s'adresse à une nation étrangère. Comme si, en fait, ils savaient déjà ce que c'était un UAP. Mettez-vous un peu dans leur tête 5 minutes et arrêtez de voir, si vous voulez, de vous imaginer quelque chose de fantastique et d'incroyable, alors que dans leur tête, c'est déjà compris, si vous voulez. C'est pour ça que ça me donne une bonne claque quand on revient à la réalité des choses. C'est vraiment une gifle. Donc, interrogé sur la question de savoir si le gouvernement américain aurait dû faire un effort pour gérer les objets non identifiés, Kirkpatrick a été à l'origine. Il a déclaré que le nouveau bureau était arrivé probablement au bon moment pour les bonnes raisons. Ah ouais, non, il aurait dû être là depuis longtemps. Mais dans une reconnaissance de l'intérêt et du mystère du sujet, il a ajouté: je pense que le gouvernement dans son ensemble, qui inclut le Congrès, aurait probablement dû s'adresser il y a quelques années de manière plus ciblée. Oui, c'est vrai. Donc là, il le reconnaît. Bien, c'est bien, il l'a reconnu. Donc voilà. Alors, voilà donc pour l'ensemble de ces news. Alors, on va regarder maintenant, on va commencer à faire un décryptage, toujours sur ce rapport. Et on va aller chez monsieur... on va regarder les différentes analyses. Voilà, on va aller sur monsieur John Greenwald, donc avec Black Vault, dans la Haro département de la Défense, publie le rapport. Donc lui, il fait une analyse critique. Alors, John Greenwald, vous savez que c'est quelqu'un qui a la capacité de décrypter les phrases, les tournures de phrases du gouvernement américain, particulièrement sur ce sujet.
De plus, c'est un archiviste. De plus, c'est comme je le dis, c'est le champion toute catégorie FOIA. Donc pour la déclassification de documents, c'est pour ça qu'à chaque fois il remet un peu tout le monde à sa place en disant bah oui mais apportez-moi les documents parce que moi j'essaie de trouver les documents, des fois je les trouve pas. Donc effectivement, lui il n'est pas dans la croyance. Hein. Il n'est pas dans la croyance et dans l'allégation dont beaucoup se nourrissent, me semble-t-il, sur Internet. Hein. J'ai remarqué, hein, les allégations, ils adorent ça. Mais moi, vous savez, une allégation, je peux dire qu'Adamski, je l'ai réveillé hier et le Vénusien est venu chez moi. Et c'est une allégation, mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Donc, on va continuer. Donc, on va regarder un petit peu. Je suis un peu moqueur, mais quand je regarde ce qu'il y a sur Discord et je regarde ce qu'il y a sur Internet, c'est un petit peu risible. Donc, l'ARO, département de la Défense, publie le rapport en octobre 2023. Donc, le département de la Défense, du renseignement militaire, vient donc de publier le rapport. Le rapport offre un examen approfondi des KUAP, s'étend du 31 août 2022 au 30 avril 2023, avec des inclusions supplémentaires des rapports datant de périodes antérieures. Donc, au cours des périodes considérées, l'Office de résolution, donc la HARO, a enregistré un total de 291 rapports, ça on l'avait vu. Donc, bien que la HARO n'ait reçu aucune preuve établissant les liens entre les observations UAP et les problèmes de santé, plusieurs rapports mettent en évidence des problèmes de sécurité potentiels pour l'aviation militaire. Plus précisément, certains UAP auraient fait preuve de caractéristiques de performance, notamment des déplacements à grande vitesse dans la maniabilité inhabituelle. Ça, a été soulevé par le rapport, c'est vrai. Ça, c'est vrai, je vais pas le nier. Donc, effectivement, c'est inhabituel, mais ça voudrait dire que selon les dires du Dr Kirkpatrick, ça veut dire que les nations étrangères, entre guillemets, qui nous visitent, ont véritablement une avancée technologique. Parce qu'ils semblent se cibler vers la visite de phénomènes qui pourraient être des drones, mais avec des capacités défiant les lois de la physique. Parce que, comme le disait le Kirkpatrick, je vous rappelle, c'est pour ça que je vous dis que cette situation est schizophrénique. Il y a un mois, il déclarait qu'il y avait des sphères qui allaient de 0 à 2000 km/h. Si les Chinois ont ça, ils sont super en avance. Ils sont super en avance. Parce que les Américains, ils n'ont pas ça, puis nous, la France, encore moins. Donc, voilà. Donc, si la simple présence de l'UAP dans l'espace aérien représente un risque potentiel, aucun de ces rapports ne suggère que l'UAP soit manœuvré à une proximité dangereuse d'aéronefs, ce qui est totalement faux. En outre, bien qu'aucune des observations UAP n'ait été directement liée à des activités étrangères, les enquêtes de ces affaires se poursuivent. L'ARO souligne son dévouement à améliorer la connaissance des domaines et la compréhension des UAP, affirmant qu'à mesure qu'il s'améliore, et ben j'espère, à mesure que la qualité des données s'améliore. Oui, j'ai l'impression que les données, par contre, vont se rationaliser, c'est ce que je disais. Hein. La nature non identifiée et prétendue de la plupart des UAP sera probablement résolue de manière à des phénomènes ordinaires. Ah bon? Vous avez entendu? À mesure que la qualité des données s'améliore, la nature non identifiée et prétendue de la plupart des UAP sera probablement résolue de manière de phénomènes ordinaires. C'est ce que je disais. C'est exactement la même méthodologie que le projet Blue Book, la même méthodologie que le GIPAN, quand il a sorti son pourcentage de 25%, qu'il est descendu à 3%. Ils arrivent à résoudre des cas et des faits qui sont considérés normalement sur un rapport comme anormal. Ils arrivent à vous dire que c'est normal. Et on l'a vu avec le GIPAN sur un nombre d'enquêtes incroyables. Il y avait on avait une enquête d'une école militaire, hein, je vais faire une aparté, une école de pilotes civils qui voit des phénomènes dans le ciel. On leur dit que c'est des discothèques alors que c'était en plein jour. La discothèque était fermée, on leur a dit quand même que c'était des lumières discothèques. Donc à partir de là, si vous passez de D à A ou à B, c'est facile de tout expliquer par l'aspect conventionnel, si vous voulez. Hein. Bon, c'est de la malhonnêteté, hein, la malhonnêteté intellectuelle ou un travail bâclé, je ne sais pas, mais on essaie de résoudre, en fait, si vous voulez, on essaie d'enlever le côté non conventionnel de la chose. Le travail, il est là. Et John Greenwald, il l'a bien soulevé aussi. Donc, c'est pour ça que je voulais vous dire qu'il fallait vous méfier, en fait, de ce rapport. Il fallait vous méfier, c'est la manière dont c'est apporté. Donc on va continuer à lire. Donc la sécurité de notre personnel de service, de nos bases, de nos installations et la protection de la sécurité des opérations des États-Unis dans les cieux et les mers, à terre et l'espace sont primordiales. Nous prenons au sérieux les rapports. J'espère quand même.
Donc la Terre, la mer ou l'espace aérien, et examinons chacun d'entre eux. L'art mène des efforts, etc., etc. Voilà. Donc, voici donc le rapport. Donc là, c'était présenté par Black Vault, mais bien sûr, le rapport, vous pouvez bien sûr le télécharger, il n'y a pas de souci, il est public, hein, il n'y a pas de problème. De toute façon, si vous voulez, je vous mettrai le lien. Je pense que je vous mettrai en fait les liens de la plupart des médias, mais en même temps, je vous mettrai le lien direct pour télécharger le rapport si vous voulez le traduire. Donc, on va regarder un petit peu. On va regarder ensemble. Alors, là je n'ai pas, je vais essayer d'actualiser. Voilà, donc voici le rapport et on va regarder ensemble les pourcentages. Et regardez bien, il y a les pourcentages qui se trouvent ici. Alors, vous avez en fait deux décroissants différents, etc., etc. Donc, dans ces petites parts, vous avez en fait maintenant, en 2023, les lumières sont sorties. Hein. Alors, on va regarder tout de suite. Attendez. Alors, on va regarder, on va actualiser. Voilà. Donc, on va regarder tout de suite. Regardez bien. Nous sommes ici. Nous sommes donc le 17 avril 2023. Regardez bien les pourcentages. Pour l'instant, on a fait en fait qu'une seule analyse, hein, là qui est ici, qui regroupe en fait l'ensemble des formes. D'accord ? Nous allons voir maintenant celui donc qui vient de sortir. Et regardez bien, ça commence à baisser. Vous vous rappelez des orbes ? Il y avait 47% d'orbes. J'avais trouvé ça énorme. Et là, d'ailleurs, ça y est, ils ont commencé à descendre, si vous voulez. On va regarder ça tout de suite. Alors, ils ont commencé à descendre. Donc, on avait 47. Et nous passons de 47 à 25%. Alors là, c'est... Ils nous font du GIPAN bis, mais à haute performance, parce que là, on descend de 47 à 25. Alors, apparemment, les 40 personnes ont trouvé... Alors, c'est vrai qu'il y a les moyens pour aller enquêter. Ou du moins, pour éplucher la documentation, les rapports, etc., c'est vrai qu'ils ont plus de moyens. Hein, et c'est pas un ingénieur, une secrétaire, un stagiaire et 4 esthéticiens. Là, on est directement sur vraiment des analyses plutôt concrètes avec énormément de moyens quand même. Donc voilà, 40 personnes, c'est pas rien. Donc alors, ça descend. Alors, nous allons voir les triangles. Alors, les triangles, ils sont énormément observés par la population. Donc là, nous sommes à 1%. Et puis là, nous étions à 2%. C'est descendu d'1% pour les triangles. On est d'accord ? Ça descend, hein, regardez bien, regardez bien. Les disques, nous sommes à 2%. Nous étions dans le premier G à 2%. Bon, ça n'a pas changé. Ok, autant pour moi, dont acte. Ce qui est plus visible en fait, c'est tout simplement les orbes. Alors, les ovales, nous sommes à 4%. Nous allons voir donc l'ancien rapport et nous étions à 9%. 9% d'ovales et nous sommes maintenant plus qu'à 4%. D'accord ? Ensuite, nous allons regarder les lumières. Nous étions à 16% et la magie nous dit que nous sommes maintenant à 21% de lumière. D'accord ? D'accord ? Et 70% où il n'y a pas de lumière. Ouais, étonnant. Donc, excusez-moi, je repasse sur un site. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des tic-tac. Nous sommes à 1% de tic-tac, ce qu'ils appellent des tic-tac. Alors, on va regarder ça tout de suite. Nous avons des cylindres, des disques, des triangles, des rectangles. Donc là, on n'a rien de en fait enregistré en termes de tic-tac. Nous avons par contre les cylindres. Donc les cylindres, c'est plutôt les cigares, si vous voulez. Alors les cylindres, sur l'ancien rapport, nous étions à 2%. Sur le dernier rapport qui vient de sortir, nous ne sommes plus qu'à 1%. Donc nous descendons encore, décidément. Rectangle, 2% dans le dernier rapport et dans l'ancien rapport, donc nous étions à 1%. Alors il y a plus de rectangles. Oui, il y a plus de rectangles. Donc il y a
il y a 1% de rectangles et là ça a augmenté. Et ils ont vu il y avait plus de rectangles. Donc ils ont trouvé 1% supplémentaire de rectangles, étonnant. Donc ça c'est tout ce qui est les contacts les contacts ambigus, donc ils ne savent pas ce que c'est au niveau des capteurs, capteurs. Donc alors je pense que les capteurs radar, capteurs optiques, etc. Donc tout ce qui est capteur, donc 5%. Et puis nous avions 19%. C'est une chute vertigineuse, n'est-ce pas? Voilà. Alors, voilà, en fait, les polygones, c'est pareil. Si on regarde un peu les polygones, alors, je sais pas s'il y avait des polygones dans l'ancien, dans le nouveau, celui-là, s'ils les ont mis, les rectangles, les orbes. Non, même pas, même pas, même pas. Bah, en fait, ils les ont remis en fait dans d'autres, sûrement dans ces 53% là, c'est possible, parce qu'on a des rectangles, des triangles, et nous avons irrégulière shape, 5%, c'est peut-être ça. Donc voilà, voilà donc comment en fait ça s'explique. Alors nous commençons à voir la chute vertigineuse. Je pense qu'elle va continuer, puisque si vous corroborez ce qui a été dit là dans les articles et dans les déclarations du docteur Kirkpatrick, vous avez en fait tout simplement une descente totale, et le but c'est d'arriver à tout expliquer. D'accord? Donc, et pour eux, c'est déjà dans leur tête, tout va s'expliquer. D'après déjà ce qu'il a dit, c'est selon ses déclarations. Si on revient sur ses déclarations. Voilà donc pour le rapport. Pour moi, il y a une intention de descendre, de rationaliser et de rationaliser la non-conventionnalité du fait et de la mettre dans le cadre du conventionnel. C'est-à-dire tout s'explique. Alors est-ce qu'on aura des retours de pilotes civils et militaires qui diront bah non, vous racontez des bêtises, c'est pas ça du tout, moi ce que j'ai vu. C'est possible parce qu'on l'avait vu par exemple dans des cas français. Le cas que je vous expliquais tout à l'heure, des fameuses lumières vues par une école de pilotage, donc des gens quand même qui connaissent le ciel. On leur a expliqué que c'était ça, alors qu'ils contestent toujours le rapport du GIPAN, par exemple. Donc ils leur ont dit non, c'était pas des lumières de discothèque, désolé, mais c'était pas ça. Donc si vous voulez, il y aura peut-être un retour négatif en disant bah non, vous nous prenez pour des imbéciles, ce qu'on a vu c'était pas ça. Donc c'est possible, hein. Après voilà. Après c'est l'organisme officiel, c'est ça la problématique, c'est ça, c'est l'impact que ça a au niveau médiatique. Parce que si au niveau médiatique on vous dit qu'il n'y a rien et puis que tout est conventionnel, bah tous les médias vont rapporter tout est conventionnel, bon vos ovnis, au revoir, il n'y a rien. Donc on va voir tout de suite avec le traitement médiatique de cette affaire. Non, ça on l'a vu. On va voir le traitement en fait plus en détail. Alors, il y a des choses qui ont été soulevées. C'est Chris Spitzer qui a soulevé quelque chose d'étonnant par rapport au projet Blue Book. Et justement, là ça m'a interloqué parce que si on regarde le rapport, si on décrypte le rapport, il y a une relation dans la démarche médiatique, mais aussi dans la démarche structurelle, ce qui est étonnant. Et si vous vous rappelez du projet Blue Book, la fin du projet Blue Book, il n'y a pas eu d'études. Il n'y a pas eu d'études après. Voilà, ça constitue pas un sujet scientifique, malgré que un sujet en fait où il faut étudier, malgré qu'à l'intérieur du projet Blue Book, il y avait encore cet aspect encore schizophrénique que j'ai soulevé là dans le rapport de la Haro, dans les déclarations du docteur Kirkpatrick. Il y a un aspect schizophrénique, puisqu'à l'intérieur du projet Blue Book, vous aviez en fait des cas qui étaient non expliqués, mais qu'on vous dit à la fin que ça ne représente pas, si vous voulez, un intérêt scientifique, un intérêt pour la sécurité nationale, etc. Et j'ai l'impression qu'on part dans cette direction. Alors, moi j'ai un avis totalement différent à ce qui se fait sur internet, hein. Je vous le dis tout de suite, je suis plutôt orienté vers vers Doug Johnson, vers John Greenwald ou même Chris Spitzer qui a soulevé donc
L'histoire se répète souvent, et l'histoire des ovnis nous dit que les cas du projet Blue Book ont été examinés plus tard et dans les rapports spéciaux PBB 14, les analystes sont arrivés à la conclusion que de nombreux cas étaient expliqués de manière douteuse, ce qu'on appelle faux négatif. Voici donc l'article, enfin les écrits du projet Blue Book, c'est un écrit directement, et d'ailleurs nous allons voir la source tout de suite. Voilà, donc c'est sur archive.net, vous avez donc le report projet Blue Book Special Report 14 qui est ici, et il explique ici. Alors nous allons je l'ai traduit. On va regarder en fait ensemble tout de suite. Alors, attendez, je vais vous donner ça. Donc ça c'est pour le projet Blue Book. Je l'ai traduit parce que j'ai pas mal de choses en fait que je vous ai mis de côté pour ces news, surtout cette grosse news concernant la Haro. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Donc voilà. Donc on va regarder ensemble ce que disait en fait le projet Blue Book dans ce report 14. Écoutez bien, regardez bien. Vous allez voir cette similitude avec justement ce document là qui est ici, document officiel. Vous allez voir cette similitude. Les principaux résultats de l'analyse statistique étaient les suivants. À l'époque, environ 69% des cas ont été considérés comme étant connus ou identifiés. 38% ont été considérés comme étant identifiés de manière concluante, tandis que 31% étaient encore douteusement expliqués. Environ 9% étaient classés comme informations insuffisantes. Environ 22% ont été jugés inconnus, en baisse par rapport à la valeur de 28% des études de Ramedler. Dans les catégories des cas connus, 86% des cas connus étaient des aéronefs, des ballons encore, ou avaient des explications astronomiques. Seulement 1,5% de tous les cas ont été jugés être des cas psychologiques ou farfelus. Une catégorie divers représentait 8% de tous les cas et incluait des possibles canulars, forcément. Plus la qualité du cas était élevée, plus ils étaient susceptibles d'être classés comme inconnus. 35% des cas excellents ont été classés comme inconnus, contre seulement 18% des cas de moindre qualité. Cela était exactement le contraire de ce que prédisaient les sceptiques, qui prétendaient généralement que les inconnus étaient des cas de moindre qualité, alors qu'en fait les inconnus étaient des cas de très bonne qualité, impliquant des témoins peu fiables qui disaient pour être résolus si des meilleures informations étaient disponibles. Sur les 6 caractéristiques d'observation étudiées, les inconnus différaient des connus à un niveau statistique significatif élevé. Dans 5 des 6 mesures, les chances que les connus différents des inconnus par rapport par hasard étaient de seulement 1% au moins. Lorsque les 6 caractéristiques étaient considérées ensemble, la probabilité d'une correspondance entre les connus et les inconnus était inférieure à 1 sur 1 milliard. Ce qui est absolument faramineux de lire ça. Alors, personnellement, je vous conseille forcément de lire le projet Blue Book Special Report 14. Et je pense que certains devraient plutôt le lire parce qu'ils en ont besoin. Donc, si vous décryptez ce qu'a soulevé Chris Spicer, un de mes abonnés sur Twitter, tout simplement que on explique d'une manière douteuse l'aspect anormal des UAP en disant que le faible pourcentage, on l'explique peut-être d'une manière douteuse en disant que ça vient peut-être d'une nation étrangère. Tout simplement. Et que, quand bien même qu'on arrive à trouver un petit pourcentage, parce qu'ils vont nous sortir peut-être le petit pourcent en disant oui, bon là on ne sait pas, ça sera totalement insignifiant. Et comme ça sera insignifiant, l'ARO va conclure que ce sujet ne mérite pas une étude scientifique. On est vraiment dans l'architecture. Si vous voulez, par rapport à ça, on est dans la même approche. On est dans la même approche structurelle, narrative, etc. Vous avez vu déjà, on vous apporte là la preuve que les pourcentages ont baissé,
par rapport au premier pourcentage de la haro quand le site a été mis en ligne. Là, on redescend. Je vous prédis d'ici 3 mois à 6 mois, ça va encore réduire. Réduire. Malgré plus de 800 rapports. Donc, vous allez voir que le département de la défense au Pentagone veut vraiment récupérer en fait tout simplement cette étude comme d'habitude, comme l'a fait la direction des renseignements militaires en France, abaisser le pourcentage un maximum pour créer le moins d'impact possible et récupérer le dossier pour pouvoir ensuite l'étudier pour soi d'une manière militaire. Ça concerne la défense. Donc, du point de vue du public, on va réduire totalement. Par contre, eux, ils vont continuer à l'étudier en confidentiel défense. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, beaucoup l'ont pas compris. Ils sont naïfs. Il y a vraiment une crédulité, une naïveté incroyable sur Internet. Franchement, étudiez les documents, quoi. Étudiez les documents, parce que vous allez voir, vous allez vous prendre une gifle. Et là, pour l'instant, on est en train de s'apercevoir qu'il y a la même démarche. Alors, maintenant, l'aspect positif, je reviens sur l'aspect positif, c'est que c'est médiatique. Je peux comprendre que des gens soient extrêmement satisfaits de ce qui est en train de se passer. Je le suis moi-même du point de vue médiatique. C'est-à-dire qu'il y a un organisme officiel, un département de la défense qui s'en occupe. La preuve, CNews en a parlé, même de manière un peu puérile, mais bon, bref, ils en ont parlé. Mais tous les autres médias en parlent, on pourra les revoir. Mais effectivement, il faut que vous fassiez attention à ça. C'est ne pas prendre tout de suite là pour argent comptant ce qu'on est en train de vous dire. Il faut plutôt décrypter chaque phrase, chaque chose et les remettre dans le contexte. Hein, et puis surtout, faire le rapport entre ce qui a été dit avant et ce qui est dit tout de suite. Et ce qui sera dit ensuite. Donc notez bien chaque pourcentage. Et vous allez voir, vous allez vous apercevoir de certaines choses. Ouais, c'est pour essayer de vous remettre, arrêter de vous imaginer, je ne sais pas quelle chose fantastique que vous allez avoir. Parce que, à mon avis, on est en train, là, pour l'instant, quand vous décryptez bien, on est en train de revenir à une rationalité totale. Hein. Donc, c'est-à-dire que il est possible que tout ce qu'ont vu les pilotes civils et militaires soit totalement expliqué. Alors, de leur point de vue, hein, je dis bien. C'est pour ça que je disais qu'il y aura peut-être des retours de pilotes civils et militaires qui diront, bah non, je conteste, en fait, simplement, ce que vous êtes en train de me décrire. Donc, c'est possible. Je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà donc pour ce rapport de la Haro. Alors, bien sûr, je le mettrai en ligne et puis vous pourrez bien sûr le télécharger. Voilà, allez, on va passer à une autre news parce qu'on a quand même pas mal de boulot. C'est une grosse news hein, pour aujourd'hui, pour ce UAP News, donc c'est quelque chose. Donc, allez, on va aller. Je vais vous parler. Eh ben, écoutez, on va aller tout de suite. Eh ben, on va aller sur Liberation Time. On va s'expliquer tout de suite avec cette affaire monumentale qui n'apporte rien du tout, hormis du sensationnel, mais bon, voilà. Et puis j'ai vu que tout le monde, là, certains s'étaient moustillés par rapport au positionnement de la personne qui a déclaré des choses, par rapport à son poste qu'il a eu. Mais toute personne à la retraite peut raconter n'importe quoi. Ça n'a aucun crédit pour moi. Hein. Ça n'a strictement aucun crédit. Hein. Un président de la République peut vous dire demain qu'il a rencontré des extraterrestres. Ça n'a aucun crédit pour moi s'il ne m'apporte pas de la matière. Et là, j'en vois encore, même parmi les spécialistes, de la naïveté en disant « Ouais, mais il a eu un poste super important. » Oui, et alors on a eu des tas de gens qui ont eu des postes importants comme Paul Elior, etc., qui ont déclaré des tas de choses. Ça n'a eu strictement aucun impact, sachant que ces gens n'ont apporté aucune preuve de ce qu'ils disaient. Aucun document ou quoi que ce soit. Et vous allez voir, je vais m'expliquer avec cette affaire, et pour moi, c'est du flan. Voilà. Donc, l'ancien chef du programme OVNI du gouvernement américain confirme que le gouvernement possède un engin d'origine inconnue. Donc là, il nous fait du groche. Donc, qui, je le rappelle, n'a toujours pas d'éléments, mais on va peut-être avoir quelque chose de positif quand même. On va pas être que pessimiste hein, pour cette UAP News. On va aussi regarder des choses qui sont positives par rapport au Congrès américain, dont je me félicite d'ailleurs. Je me félicite quand même que
des politiques américains vont avoir accès à des dossiers, mais on va se revenir sur cette petite news très intéressante. Donc voilà, dans une nouvelle interview, le docteur James Lakalski, qui a dirigé une enquête antérieure du gouvernement américain sur le phénomène non identifié et qui fait de là à affirmer le gouvernement américain qu'il y aura des engins d'origine et un enfant à accès antérieur. Donc un livre récemment publié par Lakalski qui a dirigé le programme, un livre, n'est-ce pas, qui a dirigé le programme d'application des systèmes d'aérospatial AAWSAP, ou ASAP, on va dire, dédié à l'étude des UAP, le projet de mise en œuvre, de mise en œuvre. Donc, il s'appelait en fait le projet UAP. À l'issue d'une réunion en 2011 au Capitole avec un sénateur américain, un sous-secrétaire d'agence, Lakalski, le seul auteur de ce livre présente une question. Cet engin a une configuration circulaire en vallée aérodynamique, mais sans admission échappement, aile ou gouverne. Bon, il n'invente rien. Donc c'est du Bob Lazar. Parlant de passage ci-dessus, le livre dit que le contenu du livre est une description exacte de l'événement qui s'est produit dans les locaux du Congrès. Corbell, ouais. Bref, donc ça c'était en fait une vidéo qui avait eu lieu en fait entre Jeremy Corbell et puis ce personnage, donc qui était un responsable en particulier de la DIA. Donc ça devrait normalement vous poser des questions qu'un personnage de la DIA quand il dit quelque chose, surtout un ex-personnage de la DIA. Donc voilà, donc si vous faites pas preuve de crédulité mais d'analyse concernant les agissements de la DIA, vous devez normalement avoir des doutes. Mais bon. Ça, c'est à vous de vérifier. Donc, vous l'avez dit, vous aviez le droit que le gouvernement, alors c'est mal traduit, que le gouvernement a un ovni en sa possession. Hein, n'est-ce pas? Oui, alors il confirme que c'est vrai. Donc, Lakalski est un spécialiste des fusées qui a été. Qui a été entretenu, qui a eu un entretien avec des journalistes, avec donc George Knapp et Jeremy Corbell. Donc c'était sur un podcast qui s'appelait Weaponized. Donc il explique en fait tout simplement il dit que nous sommes qu'il y a des choses effectivement probantes, un peu comme que disait d'ailleurs David Grosh, ce que disait David Grosh. Si nous conditions dès maintenant toutes les capacités humaines, ce n'est pas choisi, que c'est mal traduit, alors je suis désolé. Les capacités, je vais passer des fois plus zélées, voilà, en train d'apprendre. Donc il pense qu'en fait tout simplement, alors il nous a raconté quand même des trucs délirants. Il nous a raconté des trucs délirants. Alors ça, il faudra le traduire, avec ChatGPT, parce que c'est vrai que c'est un petit peu le bordel. Excusez-moi du terme, mais il a expliqué des choses quand même très délirantes. Et nous allons regarder un peu l'ensemble de ces déclarations. Et je m'en méfie, mais alors je peux pas vous dire comment. Donc voici ces déclarations. Citation. Donc il dit qu'en fait il soutient que la conscience est primaire et donne naissance à la réalité physique, pas l'autre sens. Les enquêteurs du BAS ont photographié des pistes anormales dans deux ensembles, des traces humaines pieds nus et confondant une série de traces dans la neige qui s'approchaient d'une clôture. Alors il parle forcément du fameux Skinwalker Ranch, dont d'ailleurs on n'a aucune preuve scientifique. Alors déjà il était baigné là-dedans. Il nous dit que qu'il y a en fait qu'ils ont en fait à partir de 2008, le personnel scientifique de l'AOSAP a appris que les dossiers de cette perturbation dans le corps humain pouvaient être démasqués ou décodés avec l'utilisation d'approches immunologiques d'imagerie chimique. Des découvertes, prise de conscience de l'anomalie avec la reconnaissance du fait que la nature a en quelque sorte violé les attentes induites par le paradigme qui régisse la science normale. Il poursuit ensuite une exploration plus ou moins étendue de la zone d'anomalie. Voilà.
À l'heure, les objets brillamment éclairés en mouvement rapide n'étaient pas visibles à l'œil nu. Les miracles ne se produisent pas en corrélation avec la nature, mais seulement en contradiction avec ce qui nous est connu de la nature. Donc voilà ce que dit James Akaski des fois dans ses déclarations un peu bizarroïdes. Moi personnellement, ce personnage, il m'inspire pas du tout confiance, sachant qu'il a refusé d'être auditionné par le Congrès. Sachant qu'il n'est pas pro-divulgation, selon ses dires. Pourquoi? Parce que ça concerne la sécurité nationale. C'est normal, puisque ce personnage a eu une très haute importance au sein de la DIA. Alors, je crois qu'il a été directeur de la DIA, hein, me semble-t-il. Donc, personnellement, la seule chose qu'il raconte, c'est dans un livre. Voilà. Donc, il n'apporte strictement aucune preuve, rien du tout. Et je suis vraiment désolé de voir que des gens sont totalement, complètement absorbés par ces dires, alors que parce qu'il fait argument d'autorité. Mais il est à la retraite. Il est à la retraite. De plus, dans ses déclarations, j'avais relu ses déclarations sur Twitter, il dit qu'il y a des choses, comme d'habitude, il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Voilà, donc, alors s'il y a des choses qu'il ne peut pas dire, je ne vois pas pourquoi il s'empêche pas de aller témoigner sous serment en confidentiel, en compartiment confidentiel défense, et qu'il rencontre un inspecteur général pour expliquer ce qu'il ne peut pas dire. C'est ce qu'a fait par exemple David Grosch. Pourquoi lui ne le fait pas? Alors, tout sera expliqué dans mon livre. Alors, pas dans mes livres, parce qu'il va sortir plusieurs livres. Apparemment, bon, bah écoutez, c'est dire, ça a l'air d'être rentable, hein. C'est bankable, comme on dit. Voilà, donc personnellement, moi je m'en méfie comme de la peste, hein, je suis désolé, mais pour moi, il ne porte rien de crédit, aucun crédit sur ce qui est. Et d'ailleurs, John Greenwald l'a soulevé aussi. Enfin, je veux dire, voilà, il raconte des trucs en plus délirants entre le Skinwalker Ranch, entre. Et puis des phénomènes un peu parapsychiques, paranormales, qui sont liés aux ovnis, à la conscience humaine, etc. Enfin, ça me paraît un peu délirant. Et puis, il faudrait s'intéresser peut-être au personnage s'il était proche de la scientologie ou pas, parce que des fois, c'est vrai, selon des dires un peu bizarres, ça peut se rapprocher des fois de ce que peuvent dire certaines en fait orientations religieuses ou aux orientations sectaires aux États-Unis. Donc voilà, je voudrais mettre un doute aussi sur le personnage, je m'autorise, hein, voilà. Donc voilà, alors une autre info, mais celle-ci elle est positive, il s'agit bien sûr de Tim Burchett, et là qu'est-ce qu'on apprend? Newsation a appris que vous et vos collègues, alors ça c'est l'interview, hein, donc de Newsation, et là c'est très important parce que là c'est positif, donc a appris que vous et vos collègues pourrez accéder à la salle classifiée donc de l'inspecteur général pour consulter les documents UAP que vous essayez d'obtenir. Alors ça c'est très bien. Par contre je mets un petit bémol par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils vont leur donner comme document? Parce que c'est bien de voir les documents classifiés, mais qu'est-ce qu'ils vont leur donner? Parce qu'ils vont choisir les documents. Ils vont sélectionner les documents qu'ils vont montrer aux représentants du Congrès. Donc très bien. Alors maintenant, vous avez accès, n'est-ce pas, à Tim Burchett? Oui, madame, apparemment, je le croirai quand je verrai. Donc il croira quand il verra. Il se démène en ce moment, mais il risque d'être déçu s'il lui donne des os à ronger, hein. Donc ils sont nerveux. Alors là, il parle du Pentagone, il se démène en ce moment, ils sont nerveux. Il devrait l'être. Alors c'est bien parce qu'il menace toujours le Pentagone. Il y a toujours une menace sur le Pentagone, hein. Je l'avais dit, hein, je l'avais dit, les membres du Congrès, les sénateurs, ils menacent le Pentagone ouvertement, hein, et c'est une menace, quoi. Il y a une espèce si vous voulez, de dualité, d'antagonisme, en fait, si vous voulez, entre le pouvoir politique et puis le Pentagone, le pouvoir militaire. Et bien sûr le complexe militaro-industriel. Ça, on l'avait déjà soulevé, hein, par rapport à certains agissements. Donc, quand vas-tu faire ça? Quand tu vas rentrer au SCIF, ce sera avant Noël. Donc pour cette année, c'est ce que nous avons entendu. Cela arrivera d'ici, je crois, dans les prochaines semaines, donc dans peu de temps, d'après ce que j'ai compris. Mais toutes ces choses sont en quelque sorte subjectives par rapport à ce qui se passe.
ailleurs à Washington. J'espère que nous pourrons participer parce que beaucoup de gens le demandent. Bah oui. Vargas, allez-vous au SCIF avec David Grosh ou parcourez-vous simplement les documents? Je crois que tout d'abord, nous examinerons les documents. Entrer avec Grosh, Joe sera une chose secondaire. Qui je crois est également en préparation. Ah bon, d'après ce que j'ai compris, il y a bien plus que Grosh là-bas. Tiens, Dave est un de mes meilleurs amis, mais il y a bien plus que Grosh là-bas qui ont cette information et nous allons y arriver. Et c'est pourquoi les gens sont très nerveux. Apparemment, ils pensent que le Pentagone est très nerveux. Je ne sais pas si on peut rendre nerveuse Madame Suzanne Gough. Moi, ça m'étonne. Surtout quelqu'un qui est spécialiste en opérations psychologiques, qui est aussi préparé. Je pense qu'elle est vraiment tranquille. Donc, et c'est pourquoi les gens sont très nerveux. Ils devraient l'être au Pentagone parce qu'ils ont couvert cette affaire depuis 1947. Et maintenant, tout d'un coup, 55% de l'Amérique croit qu'il y a autre chose là-bas. Un réseau d'information majeur, comme vous, couvre cela. Alors, ils réalisent qu'il y a de l'argent disponible. Ils veulent que nous l'étudions. Maintenant, tout ce que je dis, c'est de sortir le document, de les laisser au public américain, c'est vrai, de décider. Vous avez tous été formidables dans les médias, en gardant la pression sur eux. Merci à tous. C'est vrai, et là c'est positif. Alors là voilà, je vais être positif et pas négatif. Je suis particulièrement ravi de que Tim Burchett arrive avec des congressmen arrivent à avoir tout simplement les documents classifiés. Par contre, savoir la nature des documents, qu'est-ce qu'ils vont leur donner. Et attention, ces documents sont classifiés. Ils ne seront pas rendus publics. Alors, ce qui pourrait être intéressant, et là, je soulève la question par rapport au mois dernier, et aussi au mois encore d'avant, c'est qu'on a parlé d'un comité qui valide ou pas la déclassification. Alors, est-ce que les documents qu'ils vont avoir dans les mains, est-ce qu'ils vont suggérer au Pentagone de créer ce fameux comité? Ça va être des sous-comités internes qui doivent valider ou pas la déclassification pour le public. Donc, est-ce que à partir de là, qu'ils aient ces documents classifiés, ils vont réfléchir à en déclassifier quelques-uns en créant justement ces comités de surveillance, ces comités d'analyse plutôt, pour passer à la déclassification, puisque normalement il est promis dans la loi Schumer, etc., que un comité en fait valide ou invalide la déclassification. Voilà. Donc, est-ce que grâce à ça, ça va peut-être en fait tout simplement les emmener vers à proposer de la création d'un comité pour au moins déclassifier les documents qu'ils auront entre les mains là au moment où ils vont les avoir. Donc, va falloir réfléchir un peu là-dessus. Après, je ne sais pas ce qui se dira. Par contre, moi, j'ai peur qu'ils leur donnent quand même des os à ronger. Hein. Ils vont pas leur mettre un ovni sur la table, ça c'est clair. Après, est-ce que les dires de David Grosh, parce que David Grosh a bien été auditionné par les inspecteurs généraux, enfin l'inspecteur général, etc. Donc on verra s'il y a la vérité ou pas. Concernant David Grosh, est-ce qu'il y aura beaucoup de choses, peu de choses, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, il y a une pression politique sur le Pentagone et c'est vrai. Mais pour faire trembler Madame Suzanne Gough, il va en falloir. Donc on verra si ça va plus loin ou pas. En tout cas, on peut se féliciter de cette news. Ça sera classifié, vous ne saurez rien malheureusement. Ça aidera peut-être à une déclassification et à la création bien sûr d'un comité. Voilà donc pour cette news. Donc très importante. Voilà une autre petite news. On va passer. C'est le gouvernement. Alors c'est sur NBC Bay Area. Le gouvernement des États-Unis veut passer de la spéculation à la science autour des ovnis. Alors c'est un petit article. Donc assez intéressant, j'ai souligné des objets volants identifiés ou ovnis ont capté l'imagination des Américains pendant des décennies. Alors, pas que les Américains, je vous rassure. En l'absence des commentaires du gouvernement sur le sujet, la théorie du complot sont omniprésentes. Bah oui, mais ça c'est normal, à cause de la rétention, on en a déjà parlé. Plus que vous allez en fait garder des documents
plus vous ne divulguez pas, vous créez la théorie du complot. Donc un grand exemple suggère que les États-Unis ont dissimulé la vie et la technologie extraterrestre dans des composés secrets, dans la zone 51. Bon, alors ça c'est un peu les délires américains. Le gouvernement essaie de changer de discours, donc être plus transparent et de s'attaquer à la question potentielle de la sécurité nationale. Washington a pris l'accusation pour faire connaître et légitimer l'étude des phénomènes non identifiés. Ça, c'est vrai, il faut le noter, alors que l'armée a rebaptisé les ovnis, bon, en UAP. Je pense qu'ils ont commencé à reconnaître que nous devrions en fait avoir la capacité de rapporter ces objets, non pas parce que nous faisons un certain type de chasse aux ovnis, mais parce que c'est une question de sécurité nationale, de sensibilisation du domaine, que l'équipage aérien tactique dans ce pays comprend ce qu'il y a devant leur avion. Donc, normal, a déclaré par exemple Ryan Graves, directeur exécutif de l'UAP, une organisation non lucrative. Donc un ancien pilote de la marine, Graves, avait témoigné. Donc alors on a dans ce petit article, on a en fait je trouve qui est intéressant, qui date du 7 octobre 2023. On voit tout simplement que c'est une sorte de condensé de ce qui est en train de se passer et une sorte de chasse à la discrimination, si vous voulez. Ça, c'est bien parce que l'article, il est bien présenté, il est court, mais au moins, on balaye en fait tout le côté sensationnel pour parler en fait tout simplement des choses sérieuses. J'ai trouvé ça intéressant comme petit article, qui ne fait pas bien sûr grand bruit, mais fallait souligner, c'est un média, hein, NBC en même temps quand même, tout de même. Donc voici, voilà, donc voici pour cette information. Alors une autre information, c'est c'est une grosse UAP News, hein, nous sommes déjà à 1h23, donc vous allez pouvoir la regarder en plusieurs fois bien sûr. Et j'ai noté ça, c'est la fille du chercheur James McDonald, célèbre chercheur dans les phénomènes aériens non conventionnels. Sa fille donc a travaillé donc sur une thèse en psychologie et justement sur la psychologie des ovnis. Donc en 67, alors qu'il obtenait un baccalauréat en psychologie, Ronnie McDonald était reconnu comme l'un des 10 meilleurs étudiants de l'université d'Arizona. Elle est l'auteur d'une thèse d'honneur intitulée Psychological Aspect of Identified Flying Object. Les travaux sont explorés dans ce billet de blog. La thèse de McDonald fait partie de la collection spéciale Anne Ruffel située dans l'archive. Voilà, les articles sélectionnés mis en ligne font partie d'une grande collection de fichiers compilés par l'investigatrice Anne Ruffel. Le matériel a été généreusement donné au profit des chercheurs et des parties intéressées. Alors, elle s'intéresse donc la fille de James McDonald, elle s'intéresse en fait à la psychologie des ovnis. Alors ça m'a vraiment intéressé, même pour mes travaux personnels. Donc McDonald reconnaît également la complexité des voyageurs, observant un pourcentage d'entre eux qui ont l'intention d'obtenir une publicité. Il y a beaucoup de types de personnes qui rapportent des ovnis, il y a beaucoup d'explications potentielles différentes. Et chacun des 2 points sont des thèmes en cours de la thèse. Les voyagistes et les circonstances qui l'orbitent sont compliquées. Une certaine empathie pour la Commission nationale des enquêtes, de l'ICAP, la communauté des ovnis dans son ensemble est évidente. La thèse fait 100 pages, elle explore principalement la dynamique sociale et cite des publications pour établir l'existence de cette dynamique. McDonald semble à juste titre moins intéressé par la discussion d'ovnis que de rester sur les questions qui peuvent être disséquées avec compétence, ou du moins qui ont pu être le cas quand elle l'a écrit. Donc on peut soutenir que peu de choses ont changé de part et d'autre, c'est vrai, avec des sceptiques et des croyants. Alors c'est marrant parce que moi c'est ce que en fait c'est ma position personnelle en ce qui concerne le phénomène et le langage que j'ai, c'est que je me retrouve au milieu. Et ça n'a pas changé. Il y a toujours les sceptiques et les croyants. Et vous avez les pragmatiques qui sont au milieu. Les pragmatiques, c'est par exemple des gens comme moi ou comme d'autres qui se trouvent dans la position la moins confortable en ce qui concerne l'étude de ce phénomène, mais en ce qui concerne la médiatisation, c'est-à-dire qu'on se retrouve, si vous voulez, entre des croyants qu'on peut retrouver sur plein de plateformes, voilà. Donc eux, ils sont vraiment croyants. Dès qu'ils entendent un haut responsable parler qu'il y a des extraterrestres sous son oreiller, ils vont dire que c'est vrai parce que ce sont des croyants. Et vous avez les sceptiques ultra-sceptiques qui ont par exemple noyauté, je le disais récemment, le GIPAN.
qui eux sont complètement dans la radicalité, c'est-à-dire, comme je dis souvent, comme le disent souvent les ultra-rationalistes, un ovni, euh, un ovni ne peut pas exister parce que ça n'existe pas. Voilà, donc, et nous, on se trouve au milieu, en fait, si vous voulez. On se trouve dans un étau et c'est extrêmement difficile de faire la part des choses parce que vous avez en fait deux chapelles en fait, qui s'affrontent et elle, elle analyse d'un point de vue sociologique, un analyse d'un point de vue de la psychologie, cet aspect que moi je trouve extrêmement intéressant. Donc voilà. Alors, donc qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, donc, elle se retrouve avec des sceptiques et des croyants montrant la volonté d'insérer leurs notions. Oui, bah en fait, le but c'est qu'ils insèrent leurs notions. Vous savez, vous avez des plateformes là, des youtubeurs, etc., qui parlent des ovnis. Vous avez des chaînes, des sites, etc. Ils n'acceptent pas la contradiction. Donc, ils agissent en meute sur une personne qui va contredire les dires. C'est-à-dire que là, j'ai un cas de quelqu'un qui a été sur un chat avec qui en fait contredisait, du moins qui doutait sur les dires de David Grosh, et vous avez tout un tas de gens qui ils sont sautés dessus. Bah, ce sont des croyants, et ces gens-là sont sur mon Discord actuellement. Je le sais. Donc ils se sont reconnaîtront coucou. Et c'est marrant, ces gens-là ont cette position schizophrénique. Parce que par exemple sur mon Discord, ils ne peuvent pas agir comme ça, parce qu'ils savent très bien qu'ils seront bannis, et comme ils savent que je suis très pragmatique et je suis très prudent sur la question, ils n'osent pas aller en avant. Donc par contre, là, il y a effectivement quelque chose de schizophrénique, parce que dès qu'ils sont avec leur gourou, je veux dire gourou, hein, on va l'appeler comme ça, puisqu'ils suivent comme religieusement quelqu'un. Dès que vous contredisez sur un chat un fait, ou quelqu'un qui va raconter quelque chose, bah, ils vont vous sauter dessus en fait en meute, et ils vont essayer en fait tout simplement de vous bannir, ou ils vont agir selon leurs croyances. On appelle ça des croyants, et j'en ai sur mon Discord. Je le sais, enfin, je les ai tous catalogués. Voilà. Donc vous êtes catalogués pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous. Vous êtes catalogués. Donc ça, c'est des vrais croyants. Donc là, vous les avez. Hein. Donc là, ils vous sont trop dessus, automatiquement. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans la certitude. Ils sont sûrs que leur grand chef, il leur a dit, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, ils n'ont plus d'esprit critique. Et c'est comme les sceptiques qui n'ont plus d'esprit critique sur un fait, sur l'analyse d'un fait, parce qu'ils sont déjà dans le postulat, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que cet article-là est très intéressant, parce que ça analyse la psychologie de l'environnement ufologique. Et je pense que ça permettrait de se remettre en question, que chacun se remette en question, et puis le libre arbitre et aussi l'esprit critique libre nécessaire pour pouvoir faire son propre avis, et ne pas faire son propre avis par les dires d'un youtubeur, d'un responsable, d'un quoi que ce soit. Ouais, tout simplement. Donc pour ça, il faut se documenter, tout simplement. Et il faut savoir faire aussi de l'analyse de ces documents. Mais tout le monde peut le faire. Il suffit juste d'avoir du temps, prendre un peu de temps, et pas prendre les choses comme ça, bras le corps. Voilà. Donc là, c'était aussi je voulais faire une mise au point, hein, par rapport à mon Discord. Donc les chiffres les plus marquants parlent souvent en termes absolus de généralisation radicale. Donc nous sommes dans la radicalité, même lorsque sont manifestes, même lorsqu'ils sont manifestement inexacts. Effectivement, les dires de David Grosh sont pour moi inexacts dans l'ensemble, où ils n'apportent pas d'éléments concrets. Alors on va peut-être en avoir là avec des documents classifiés, on aura peut-être des retours, ou pas du tout, mais pour l'instant, il y a des inexactitudes, par exemple, entre annoncer un ovni en 1933 qui s'est crashé et ne rien dire sur le crash de Roswell. Il y a 2 années, il y a des décennies qui diffèrent. Et pourquoi ne pas parler de Roswell alors qu'on parle d'un crash en 1933 ? Pour moi, c'est une inexactitude, si vous voulez, dans ce qu'a dit David Grosh, et c'est même une incohérence. Donc ça, là je me retrouverai sur le chat, je suis sûr qu'il serait 10 000 derrière moi. J'en suis sûr. Donc voilà. Alors, on va continuer tout de suite.
Donc les chiffres les plus marquants parlent souvent en termes absolus de généralisation radicale, même lorsqu'ils sont manifestement inexacts. Ce sont des observations valides à l'époque, aujourd'hui, et tous les points intermédiaires. L'article de McDonald est un examen saillant et sur le point de la subjectivité de l'influence culturelle, même s'il s'agit d'un artefact de la même manière. McDonald explore les circonstances entourant les canulars connus, etc. C'est vraiment intéressant. La nature intrinsèquement vague, l'ensemble du match de tir à une traduction est prise en considération. Il semble qu'une caractéristique récurrente des considérations liées aux ovnis est l'existence simultanée des deux explications directement opposées, mais apparemment tout aussi plausible d'un seul ensemble de faits. Cela conduit à signaler les circonstances dans lesquelles la plupart des témoins ne reconnaîtraient pas avec précision, même dans des conditions idéales. Alors c'est très intéressant parce que ça nous parle en fait donc de la position du témoin, de la position de la sphère ufologique, qu'elle soit en fait croyante ou non croyante, et elle explore en fait véritablement dans ses travaux, que je vous conseille absolument de lire. Je vous donnerai le lien là, sous la vidéo, parce qu'il faut absolument le lire. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment... moi, je suis resté bouche bée en lisant ça. Alors, normalement, on devrait pouvoir obtenir la thèse. Je crois que la thèse, elle est publique. Donc, je vais essayer de regarder ça. Et puis, de la mettre sur le Discord. Donc, dans études des anomalies. Parce que ça concerne une étude du phénomène ufologique, mais du phénomène global dans son ensemble, du témoin jusqu'à, en fait, l'attitude de ceux qui s'y intéressent, et l'attitude de ceux qui y croient, et l'attitude de ceux qui n'y croient pas. Donc là, c'est vraiment intéressant. Donc il faut absolument essayer de vraiment s'intéresser à ça, c'est-à-dire à la sphère elle-même, de faire son autocritique, si vous voulez, son auto-analyse en fin de compte. Donc c'est une introspection, à faire la propre introspection pour en fait prendre du recul par rapport à ce que disent tous les gens. Hein. Donc c'est comme ça en fait moi j'ai travaillé mon introspection vis-à-vis de ce phénomène et vis-à-vis de la sphère ufologique, c'est de ne pas prendre tout pour argent comptant, hein, de ce que dit un site, de ce que dit quelqu'un ou quoi que ce soit, mais de toujours vérifier par exemple, hein. Et puis des fois quand on vérifie on peut se tromper, parce que moi je me suis trompé plein de fois, même pourtant avec des vérifications au préalable. Donc voilà, alors voilà pour cet article très intéressant. Bien sûr je vous mettrai le lien, et puis n'hésitez pas, je vais essayer de récupérer la thèse, hein. Donc et là, ça sera peut-être un petit peu plus complexe, mais on pourra toujours s'y intéresser. On pourra même faire un article là-dessus, pourquoi pas, plus tard sur le site Medium. Voilà donc pour cette UAP News. Alors écoutez, voilà ce qu'on peut en dire, hein. Je ne vais pas en dire plus sur cette UAP News. Je considère que ce qui arrive est éminemment intéressant. Forcément, c'est très intéressant d'un point de vue médiatique. Je considère maintenant, pour clore le débat du rapport de la Haro, que la forme, elle est bonne, mais le fond, il est quand même douteux, particulièrement ambigu, voire à moitié schizophrénique. Concernant les dires de Latkaski, l'ancien responsable de la DIA, c'est du délire. Donc voilà, point barre. Ensuite, il y a donc le sujet concernant Timberchat et bien sûr l'exploration des documents classifiés par des membres du Congrès. Je suis donc absolument ravi par rapport à ça, parce qu'on va peut-être en savoir plus. Du moins, si on en sait plus, ce sera peut-être grâce à un sous-comité qui déclassifiera peut-être ces documents, je ne sais pas. Et puis on en saura plus, bien sûr, sur cette histoire de David Grosh concernant ça. Quoi d'autre, ce petit article aussi qui était intéressant. Donc le gouvernement des États-Unis veut passer de la spéculation à la science. Donc ça, l'objet scientifique, hein, on revient toujours sur l'objet scientifique des ovnis, comme l'avait bien sûr annoncé la NASA, hein, en sortir en fait de l'aspect sensationnel, dogmatique, l'aspect de la croyance, et puis rentrer véritablement dans le sujet scientifique, le sujet de société, tout simplement. Voilà, et non pas obligatoirement que du fait de société, mais aussi le sujet de société.
Et puis aussi, bien sûr, le fameux donc rappeur de la Haro. Je vous mettrai bien sûr le lien direct pour pouvoir télécharger le rappeur. Il est intéressant. Néanmoins, on peut le comparer au premier jet de pourcentage, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà donc pour ce dernier UAP News qui était très long, je suis désolé, 1h37. Donc vous pourrez décrypter tout ça à la suite. Il y a pas de souci, je vous mettrai bien sûr les chapitrages, etc. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bye.